Bienvenue dans Vivre en France avec l'une des plus étonnantes et des plus formidables richesses de nos régions, c'est le savoir-faire des artisans. Autrefois, dans les villages, presque tous les corps de métier étaient représentés, des taillandiers, des charrons, des sabotiers. Aujourd'hui, avec l'évolution des techniques, presque tous, bien sûr, ont disparu. Pourtant, il en reste quelques-uns et vous allez voir qu'ils expriment tous l'amour de leur métier et la formidable envie de le transmettre. Une bonne partie de sa vie de travail, Maurice Renard l'a passé sur les toits pour les couvrir d'ardoises ou de tuiles, son métier. Puis pour fixer les girouettes qu'il façonne comme son père le lui a appris il y a 40 ans. Dans les années 1930, on voyait des girouettes partout. Et maintenant, il y a un regain, ça revient. On revoit des girouettes qui réapparaissent. À l'atelier, les girouettes en cuivre, il y en a de toutes sortes. Des modèles uniques que son père a imaginés, qui suscite à nouveau l'intérêt de la clientèle pour plusieurs raisons. Parce que nous sommes de la campagne et on adore ça. Les grands-parents en avaient et puis ça a toujours été le rêve de mon mari. Pardon. Et vous avez choisi un modèle déjà? C'est parce que mon mari et mon fils chassent. Alors on aurait voulu un chasseur. Voilà. Une girouette, c'est d'abord un joli dessin fait à la main. Ça aussi, c'est un exemplaire unique. Le chasseur de canards avec un personnage derrière qui regardait aux jumelles. Ceux-là ont plus de 30 ans. Des gabarits cartonnés qui servent aujourd'hui de modèle pour la gravure sur cuivre. Les girouettes, si elles indiquent la direction du vent, reflètent toujours la personnalité, le métier ou le loisir préféré de son propriétaire et la demande est forte. Chacun arrive avec son idée, on la dessine, on lui soumet pour voir si ça lui convient. Et après, on la reproduit comme on vient de faire là, sur le cuivre. On va la découper, mais ça sera un modèle unique. Son fils et d'autres compagnons ont appris sur le tas l'art de façonner les girouettes, une activité secondaire en plus de leur métier de couvreur. Ici, on en fabrique une trentaine par an, surtout l'hiver. La clientèle, c'est un peu le bouche à oreille de la personne qui achète une girouette, mais c'est surtout la girouette qui est sur le toit et qui fait sa publicité elle-même, puisque le voisin ou le passant va voir une girouette et va demander au propriétaire où il l'a eu. Coût d'une girouette de 1500 à 3500 francs. Un petit plus pour le chiffre d'affaires et du bonheur gravé sur cuivre, tournant au gré du vent. Une partie de la clientèle, c'est pour faire des cadeaux, pour un mariage, pour le 1er janvier, pour une fête quelconque. Et c'est vraiment un cadeau un peu surprise, un peu insolite. Après l'an 2000, on fera encore des girouettes. Maurice en est persuadé. Il pourrait presque abandonner la couverture et se consacrer seul à fabriquer des enseignes populaires. Le meilleur moment, c'est quand on la pose. C'est quand on la voit tourner sur le toit. C'est sûr que c'est la signature, la fierté de l'artisan. Et la grande satisfaction de Maurice, c'est d'avoir transmis cet artisanat d'art, si rare aujourd'hui dans les campagnes. C'est très doux, c'est certainement, il y a un plaisir sensuel parce que la plume glisse très agréablement, beaucoup mieux que sur du papier. C'est agréable au toucher, c'est une matière vivante qui se rétracte quand il fait chaud, qui se laisse aller, qui s'amollit quand il fait un peu humide. Ce parchemin vient de Levroux, dans l'Indre. Jean-Pierre est le dernier parcheminier à travailler de façon artisanale. Il travaille seul, tout passe par ses mains, du choix de la peau jusqu'au parchemin achevé. Moutons, agneaux, chèvres, veaux, il transforme toutes ces peaux. Une technique qui a peu changé depuis son invention 2 siècles avant notre ère, après l'interdiction d'importer du papyrus de l'Égypte. J'ai conservé une méthode de fabrication ancestrale et traditionnelle. C'était un peu fou, mais enfin, j'aime le travail de la peau. Et puis ce parchemin me fascinait. C'était quelque chose que mon ancêtre avait fait. Et j'ai remis au point toute la fabrication comme le faisait le grand-père. C'est là qu'habitait le grand-père, tout près des autres artisans. On y faisait déjà du parchemin au Moyen-Âge. Il y avait encore 55 ateliers entre les deux guerres.
On y travaillait dur. 3 atouts pour cela, l'élevage, la chaux qui n'était pas loin et la rivière. Les parcheminiers se sont installés tout au long de la rivière. D'ailleurs, vous voyez tous ces petits ateliers qui sont tout le long. D'ailleurs, ces ateliers s'appelaient à Levroux des boutiques, terme local. Et les parcheminiers, au début, travaillaient dans le lit de la rivière. Ils avaient des fûts qui étaient semi-enterrés et ils travaillaient directement les peaux dans la rivière. D'où le nom du travail de rivière de la peau. On ne travaille plus dans la rivière depuis 1914. Et à la chaux dans laquelle on trempait les peaux, on a ajouté le sulfure de sodium, un mélange plus efficace pour attaquer la racine de la laine. Et ainsi, en quelques heures, on peut débarrasser la peau de toute cette laine. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas une peau qui se ressemble. C'est un métier qui est dur, c'est pénible, c'est un travail physique et qui n'est pas très agréable. Il faut souvent être en tablier, en bottes, en gants, ça sent mauvais, on travaille en humide. Ce n'est que dans 1 mois et demi que cette peau de mouton deviendra un véritable parchemin. Avec ce couteau, je fais sortir toutes les racines de la laine qui sont encore dans la peau, qui sont brûlées, mais qui sont encore à l'intérieur de la peau. En fait, c'est le derme qui va constituer le parchemin après plusieurs manipulations et il faut l'étirer fortement. C'est à ce stade que la peau va se transformer en parchemin parce que, en tendant la peau de cette façon, on modifie la structure des fibres du derme, ce qui fait que la peau va être beaucoup plus mince. Quand elle sera sèche, on pourra tirer dessus, elle ne bougera plus. Plus on aura tiré la peau, plus le parchemin sera stable. Le fer à échasser éliminera les dernières imperfections et le reste de la chaux. Le plaisir de travailler la peau, c'est de transformer une dépouille qui devrait pourrir en ce qui deviendra peut-être une superbe enluminure ou une reliure. C'est ainsi que le parchemin peut traverser les siècles. Et si sa fabrication a périclité au XXe siècle, il existe toujours des amoureux de l'écriture et de l'enluminure sur le beau parchemin. Parmi les clients de Jean-Pierre, ce calligraphe professionnel. Tu as 2 dixièmes, hein. C'est ce qui te Très convient. fin, oui, c'est parfait ça. C'est parfait pour le travail que tu veux faire. Oui. Ça va aussi bien de l'œuvre, le poème, une enveloppe dedans, un faire-part de naissance. De temps en temps, Jean-Pierre a la visite d'un ancien parcheminier de Levroux. Juste le plaisir de donner quelques conseils. Cela fait 10 ans qu'il a quitté le métier. Trop large. Tu viens toujours avec plaisir pour taper sur les parchemins, pour voir si ça sonne. Ah bah ça sonne, quand ça sonne bien, c'est pom, pom. La bonne écriture revient et sur un support noble comme le parchemin. Annick et Thierry, un couple qui depuis une dizaine d'années se consacre à la vannerie. Pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce que bon, on travaille déjà à la maison, on est un peu son patron. Pour moi, c'est un métier passion. Si je fais ce métier-là, c'est parce que je l'aime. C'est sûr qu'il ne faut pas penser faire 35 heures. Hein. Les heures, on les compte pas beaucoup. Hein. On est payé à la pièce, donc plus on en fait, plus on gagne, quoi. Bon, c'est quand même un métier qu'aujourd'hui, il y a pas mal de débouchés. Il y a quelques années, on avait beaucoup de concurrence avec les produits asiatiques. Mais les gens se sont rendus compte quand même que la vannerie française était autrement plus solide que la vannerie asiatique. Corbeilles et paniers sont vendus à une coopérative qui regroupe 25 vanniers, tous installés comme Annick et Thierry, près de Faille-Billot, où se trouve l'école d'osiériculture et de vannerie. Un établissement créé en 1905 en tant qu'école municipale. 1 an plus tard, elle devient école nationale sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. La vannerie, un art. Le coup de main vient, mais parce qu'on le répète.
C'est exactement le même problème que quand vous apprenez la musique. Il faut faire des gammes. Combien? Vous allez me dire, on ne sait pas. Beaucoup, certainement. Mais beaucoup. Un savoir-faire, c'est quelque chose qui, dans une certaine mesure, vous donne de l'indépendance. C'est ça le vrai métier. Tandis qu'autrement, vous avez un emploi. C'est-à-dire que vous allez dans un bureau, vous allez dans une usine, bon, on vous licencie pour une raison ou pour une autre. Vous n'emportez pas l'usine et le bureau avec vous. Mais votre métier, vous l'emportez. Et vous pouvez, à un moment donné, le monnayer, vivre avec. J'ai fait des études qui m'ont pas apporté de savoir-faire, ni de compétences vraiment. Et donc là, je pense que j'ai un métier et j'en ferai mon métier. La vannerie, ça a permis de créer quelque chose, d'avancer dans... On commence un panier et ensuite il a une histoire. On le termine et il s'en va dans les bras de quelqu'un, dans les mains de quelqu'un et... Ça appartient à une personne. Est-ce que c'est donné? J'ai envie de donner. Une année de cours, soit 1200 heures, pour devenir un parfait artisan. Vous voyez, ça se tasse. Et c'est pas ceux-là qui se tassent, c'est ceux-là. Là. 55% des élèves qui sont sortis de cette école, la seule en France, ont pu réaliser leurs rêves et leurs passions, faire de la vannerie un vrai métier et créer leur propre atelier. Figure-toi que je l'ai pas. Madame, je cherche le tailleur. Ah, vous pouvez descendre. C'est loin? Non, c'est... Comment vous expliquer? Il y avait le premier tournant à gauche, là dans le village. Le village s'appelle Frons, au sud de l'Aveyron. 70 habitants et plus un seul commerce depuis longtemps. Sauf l'atelier du tailleur, monsieur Panis. Il est né et vit ici. Ce jour-là, il va livrer un de ses clients. J'ai tenu à rester dans ce village car je me sens bien. Et de vivre en milieu rural, vous savez, c'est désagréable. Cela me permet de faire une petite balade d'ailleurs. Mais bien sûr, j'aime bien d'aller rencontrer les gens chez eux. C'est qu'il aime la convivialité, Jean-Marie Panis. Il tutoie ses clients, se souvient qu'il y a plus de 20 ans, on comptait 40 tailleurs en Aveyron. Il n'en reste que 4. Jean-Marie, ça va? Ton mari est là? Oui, il est là. Tu mets les chaussures noires et n'oublie pas la cravate aussi. Tu vois un coup, t'attends 7 minutes, voilà. Je vais le passer. D'accord. Voilà, allez. Bien, je t'attends. Les clients qui se font faire un costume sur mesure comme je viens de livrer aujourd'hui sont très fiers. Pour eux, c'est des costumes personnalisés. Ah oui, on est bien dedans. Hein. Moi, je suis un fidèle client. J'ai continué à être client chez monsieur Panis. Parce que votre père? Mon grand-père était client chez monsieur Panis. Et moi, j'ai continué aussi. Et chez les Panis, depuis 3 générations, les vestes sont signées. Voilà, vous voyez, même, il y a la griffe du tailleur. Monsieur Panis à Freuse. Dans cet atelier, Jean-Marie Panis a commencé le métier à 16 ans. Pendant 3 ans, son père a été son maître d'apprentissage. La boutique ouvre chaque matin à 8h30 pour de longues journées, avec les gestes habituels de celui qui de ses mains confectionne des costumes sur mesure. Mon premier geste, lorsque je commence ma journée, c'est d'enfiler cette machine qui a au moins 30 ans d'existence et qui marche très bien. Mon grand-père et ma grand-mère étaient tailleurs, mon père et ma mère étaient tailleurs et couturières, mon frère aussi. Et vous voyez, c'est une véritable dynastie de tailleurs que nous avons dans l'Aveyron. Tirer l'aiguille, couper le tissu, façonner un patron, le tailleur se fait créateur. Pour chaque costume, il passe 40 heures penché sur sa table de travail et il connaît sa clientèle. Les clients sont exigeants dans la mesure où ils demandent d'avoir des poches assez grandes pour pouvoir mettre leur portefeuille qui souvent est assez volumineux. Ses clients viennent de loin, souvent d'autres départements et 9 fois sur 10 de la ville. Ça va. On essaye cette veste? Gaël, lui, est de la commune. Il est là pour une grande occasion. Je pense que tu seras très bien habillé pour ton mariage. La maman sera contente. Voilà. C'est un travail d'artisan. C'est un travail qui est bien fait. Et en plus, bon, c'est un voisin, donc c'est normal de faire travailler les gens avec lesquels on vit. Depuis 60 ans, l'atelier créé par son père n'a guère changé. Les cahiers des clients avec leurs mesures servent toujours. Les machines ont de l'âge et il reste des souvenirs. Ceci, c'est un fer à charbon
qui appartenait à mon père et qui pèse 7 kilos. On s'en servait à l'époque pour repasser les vestes. Et vous savez, lorsqu'on nous avait manipulé ce fer pendant des heures, nous avions fait un peu d'haltérophilie, en quelque sorte. L'atelier compta jusqu'à 7 employés. Casimir, le père, se souvient d'un temps où les hommes se faisaient faire le costume de leur vie, tout noir et sur mesure. Oh, il a duré toute sa vie. Il le mettait que pour le jour de Pâques, le jour d'une grande fête, autrement appelé, il partait, on l'amenait au cimetière avec son costume de mariage. Ah oui, diable. Le dernier, tu l'avais à carreaux ou à rayures? Il était un peu à rayures. Ouais, voilà. Mais j'aimerais partir sur une couleur pétrole. À France, depuis longtemps et encore aujourd'hui, on choisit son tissu en prenant son temps avec soin. 1500 échantillons, coton, lin ou velours, les mêmes que chez les grands faiseurs de Paris. Monsieur Panis s'occupe du reste. 56. Dès que le client a choisi son tissu, je passe ma commande par téléphone à Roubaix, et le lendemain à 11h, je dis bien, le lendemain à 11h, j'ai mon tissu à la maison, prêt à essayer. Parfois, ce savoir-faire appris patiemment donne même du bonheur à l'artisan, ce que l'on appelle communément du cousu main, qui doit satisfaire le tailleur autant que le client. Celui-ci, musicien à Toulouse, est venu endosser son habit de scène, tout juste terminé. Ah, super. Ça, c'est... Là, vous êtes très bien. Un chef-d'œuvre. Encore 5 ou 6 ans et la boutique fermera, car aucun apprenti ne se présente et les enfants de Monsieur Panis ont choisi un autre métier. En Drôme provençal, Grignan est un site, un château, vers lequel de ruelles en venelle grimpent les maisons du village médiéval. Depuis que Madame de Sévigné écrivit à sa fille, épouse du comte de Grignan, ces lettres fameuses, Grignan semble marié avec les mots. Ils ont attiré ici un ancien typographe de la presse parisienne, fort désireux de rester dans le métier. Dans les années 76, 77, mon métier se transformait et les nouvelles technologies arrivaient et j'avais l'amour des mains dans l'encre et dans le plomb et donc je suis retourné un petit peu à l'artisanat en venant ici m'installer à Grignan. Philippe de Vogel et ses camarades typographes utilisent un matériel d'imprimerie sauvé de la casse. Un massicot, 2 presses, 2 machines à composer leur suffisent. Devant les armoires de caractères ou le clavier du linotypiste, la sûreté, le plaisir du geste professionnel demeure. Les gestes, oui, il a des tics surtout. Il a tendance à toujours toucher sa pince. J'ai une pince typo ici que vous voyez qui est toujours très utile. Ça sert à attraper nos petits caractères. Nos caractères, quand on veut attraper une ligne, vous voyez, on la prend comme ça et on l'attrape plus facilement parce que c'est plus précis qu'avec la main. Le métier de typographe est né avec le livre et depuis 5 siècles, celui-ci est toujours au cœur de ce métier. La vraie fonction du typographe, c'est le livre, c'est les mots, c'est la pensée, c'est l'information. On se situe, nous, comme des porteurs de mots. On est là pour disparaître derrière le texte. C'est le plus important, le texte. C'est pas nous. Nous, on est là simplement pour transporter ce texte de l'auteur au public. Quand on est rentré dans ce métier, quand on a abordé ce métier, je crois qu'on se prend de passion. C'est inévitable. Une passion que Philippe de Vogel et ses amis ont installée depuis 1995 dans la maison du bailli. Cette robuste bâtisse de la fin du XVe siècle abritait la cour de justice de la baronnie de Grignan et même un ou 2 cachots. Aujourd'hui, siège dans la solide demeure l'atelier du typographe, un musée de l'imprimerie, ainsi qu'une petite librairie qui fait la part belle à la correspondance, aux échanges de lettres, comme aux publications de la maison d'édition locale Colophon. Qu'appréciez-vous dans cette collection? Dans cette collection, ce que j'apprécie, c'est la matière, déjà. C'est un papier qui est, je crois, fabriqué à l'atelier à côté. Je ne suis pas tout à fait sûre. Et c'était très agréable à tenir. Ça fait partie, je crois, d'un patrimoine artisanal et culturel qui me plaît bien. En haut de l'escalier de pierre, un petit musée, documents et machines à l'appui, propose en raccourci l'histoire des ouvriers imprimeurs. Alors, cette presse, c'est une presse à bras. Vous voyez, on prend le barreau et on tire pour imprimer. On appuie pour imprimer. Non content d'imprimer,
les typographes ont donné à certains mots tels coquille un sens nouveau, faute, quand ils n'ont pas plus directement enrichi la langue. Et donc les sabots, c'était récupéré, ça servait de boîte. Et quand on avait rempli le sabot de vieux caractères abîmés, on allait le refondre. Et puis certains ouvriers peu consciencieux n'avaient pas envie de distribuer ces lassants. Alors ils cassaient avec leurs pinces comme ça, et puis ils jetaient dans le sabot, ils sabotaient. De là viendrait sabotage et saboter. Deux mots que les enfants, émerveillés, impressionnés par l'atelier du typographe, n'ont pas encore inscrits dans leur carnet de vocabulaire. Cette partie du Jura, c'est le pays des tourneurs-sur-bois. Dans le petit village de l'Aléria, ils étaient 5 autrefois. L'amour du bois, je ne vais pas s'expliquer, quoi. L'odeur, le savoir travailler. Oh, moi, je passe toute la journée dans mon atelier. Je viens le matin à 7h, j'en repars à 7h du soir. Ma femme, elle me voit qu'à midi puis le soir. À la maison, j'y suis jamais. Jean Marquès a le caractère bien trempé de ceux qui ont commencé tôt à travailler. Apprenti dans une usine de tournerie dès 14 ans, il s'installe à son compte après le service militaire. Il a à peine 20 ans. C'est en 56. J'avais 2-3 sous. J'ai acheté une scie à ruban. J'ai un artisan dans le village qui m'a prêté son tour. Et j'ai commencé dans le bois. J'avais 120 francs dans ma poche, pas d'outils, rien du tout. C'était dur. Mais j'ai fait des heures. Et avec l'argent que j'ai gagné, j'ai acheté de l'outillage, du bois. Et depuis, il en a tourné des objets. En bois d'aulne, un bois qui ne se fend pas. En bois de frêne, un bois qui ne se tache pas. Ou en bois de sycomore, celui qu'il préfère. Économe et soigneux, son fidèle tour à bois, il ne l'a remplacé que 3 fois, en 40 ans. Mon emploi était pour monter l'atelier, puis un petit peu la maison. Autrement, on n'a pas emprunté. C'est peut-être un tort. On ne doit rien à personne. On s'est toujours débrouillé nous-mêmes. C'est déjà beau. Quand on se lève, puis qu'on ne doit rien à personne. Sa force, confectionner en petite série, sur commande, 500 pièces maximum. Cela lui a permis de résister à la concurrence et de contrôler la finition de ses objets. On regarde s'il est bien fini, s'il n'est pas laissé de défaut. Tout le monde est fier de ce qu'il fait. Hein. Sans nostalgie, Jean se souvient de l'âge d'or de son métier. Les années 70 pendant lesquelles il fabriquait des cadeaux souvenirs pour les stations balnéaires de Bretagne ou du Pays Basque. Des phares, des pots à tabac, des tirelires ou encore des bonbonnières qu'il aime toujours confectionner à l'ancienne. Maintenant, personne ne s'amuse à creuser une bonbonnière au crochet comme j'ai fait tout à l'heure. Parce qu'on perd trop de temps. On n'est plus du siècle, quoi. Et pourquoi vous continuez à le faire? Bon, moi, c'est mon plaisir, j'aime ça, moi. Le jeune ne pourrait pas. Tous ces articles qu'on fait à la main, qui ne peut pas se faire à la machine, mais ils seront plus. L'amour du bois, comme dit Jean Marquès, cela ne s'explique pas. Gaëlle termine un stage qui lui tenait à cœur. Future modéliste, elle voulait s'initier au savoir-faire d'une entreprise artisanale comme il n'en existe plus. Ici, on travaille sur mesure, c'est un atelier de corsetterie. Tu reprends un bon centimètre en mourant, elle va lui essayer, elle verra. Hein. Allergique 100%. Ah oui, ah oui. Alors il faut tout confectionner en popeline de coton. Atelier créé au début du siècle par une femme, là on soutient, modèle le corps et tout cela dans la plus grande discrétion. Là il y a 75 ans de mesures secrètes de nos clientes. Des princesses, des stars, des inconnues, des reines, des bégommes.
Les clientes me le demandent très rarement, mais elles savent que dans la famille, l'anonymat est respecté. Et on est très strict à ce sujet, et on ne cancane pas, et on ne raconte pas d'histoire. Et l'histoire commença en 1889, lorsqu'Herminie Cadol inventa le soutien-gorge. Féministe, Herminie luttait à sa manière pour libérer la femme. Elle voulait la soulager de la contrainte du corset. Elle l'appela tout d'abord le corselet-gorge, puis le bien-être. Les médecins ne pouvaient qu'approuver. Puis ce fut Marie avec son époux Alcide, Marie qui laissa la place à Marguerite entre les deux guerres. Alice passa le relais à sa fille Poupie. Les ouvrières qui travaillent chez moi doivent savoir faire des pièces entières. C'est-à-dire, elle a un soutien-gorge qu'on a coupé et elle doit le monter entièrement. Et ça, c'est ce qu'on appelle une ouvrière au modèle. Elle doit savoir monter une pièce entièrement, ce qui est très très rare. Il y en a très peu en France. Je ne voulais pas me retrouver à la chaîne, faire du matin au soir une pince de soutien-gorge ou une fermeture éclair. Je trouve que c'est trop monotone. Et on apprend tous les jours. Moi, j'apprends encore à l'heure actuelle et je suis à 2 ans de retraite. Nicole est modéliste. Il y a aussi la mécanicienne, la coupeuse et la patronnière. La cliente peut choisir le modèle qu'elle veut, le tissu, la matière qu'elle veut. Si elle a envie d'avoir plus décolleté, qu'elle trouve pas ailleurs, enfin des formes plus ou moins... on fait un petit peu tout leur caprice dans le sur-mesure. Hein. Ici, on fabrique soutien-gorge, bustier, juste au corps, corset, guêpière ou combiné. Pour certaines pièces, il faut 12 à 18 heures de travail. Lucette est patronnière depuis 19 ans. Là, j'ai une dizaine de pièces. 10, 11, 12, parce qu'elle a le gauche et droite, le sein gauche et droite qui n'est pas pareil. Et puis, il y a la petite stagiaire, Gaëlle, la coupeuse. Elle s'est bien intégrée dans l'atelier et travailler en équipe, c'est toujours un bon début. On s'entraide et on se donne des conseils, on travaille beaucoup ensemble en fait. Et moi j'ai beaucoup appris avec elle. Il faut toujours défaire, refaire, toujours. Défaire, refaire. Et c'est comme ça qu'on apprend. Il faudrait qu'on aille le mettre à l'essayage parce que la poitrine va toujours pas bien. Là. Tous les soirs, elle me téléphonait à 7h30 le soir pendant une demi-heure. Et alors là, j'ai fondu complètement parce que vraiment, quand les filles en ont envie, je trouve qu'il faut essayer de leur ouvrir la porte. Et comme c'est une tenace, le soir, au calme chez elle, elle coud encore. La lingerie m'a vraiment plu et c'est minutieux, c'est petit, j'adore travailler toute la soie, le satin, des matières très fines. Lassage et corsetage reviennent à la mode. Ces modèles-ci seront bientôt en prêt-à-porter. On dit volontiers que de toute façon je suis un pilier de bar. Quand je suis pas devant, je suis derrière. Ce comptoir a une histoire fort simple. C'est le comptoir de mes débuts, il y a 15 ans. C'est le métier de mon cœur depuis ma naissance, en fin de compte. Je me suis occulté sur une voie de garage pendant près de 30 ans, enfin 25 ans dans l'industrie, pour revenir vraiment à mes amours. D'ailleurs, l'étain est marqué dans mon signe zodiacal, donc j'ai été fait pour. Le zinc. D'après la légende, on doit ce mot aux soldats prussiens de 1870. Mais elle est bel et bien en étain la véritable piste de nos comptoirs. Des milliers ont été refondus en munitions pendant la dernière guerre. L'étain disparaissait. Mais c'était compté sans la destinée de Christian Mallet. 20 ans à la Libération. Dans le quartier de la Bastille, il bricole chez les derniers compagnons éteigniers. De quoi payer ses études. Devenu ingénieur dans une grande entreprise, il est licencié l'année de ses 50 ans. Et son apprentissage de jeunesse lui revient. Il s'installe comme éteignier. Après la guerre, beaucoup d'artisans fabricants de comptoirs en étain éteigniers avaient mis la clé sous le paillasson puisqu'ils étaient restés pendant 4 ans sans étain, sans pouvoir travailler, donc ils s'étaient reconvertis ou ils avaient fermé boutique. Ensuite, il est arrivé des matériaux peu chers comme le formica, et la plupart des bistrotiers avec des moyens relativement limités ont essayé de redémarrer sans investir trop. C'est là où il y a le coup de patte. Pour transformer cette ébauche brute de fonderie en quelque chose qui sera poli. J'ai recueilli tous ces outillages en 40 ans
de récupération chez les anciens compagnons. Et le dernier compagnon qui est fermé, rue de Lappe, j'ai récupéré la totalité de son stock. Disons, au niveau des équennes, il y a à peu près en stock 200-250 équennes plus ou moins spéciales. Son poinçon, c'est finalement le seul outil qu'il a dû faire fabriquer. Au début du siècle, à l'heure de gloire des comptoirs, plus de 50 éteigniers français signaient ainsi leurs œuvres. L'œuvre est finie en fin de compte. Mais je dis finie, elle sera vraiment finie lorsque le client s'en sera servi et l'aura étoilé avec les verres. Car on livre quelque chose de poli qui est triste un peu. Ça n'a pas encore vécu. Donc les verres vont faire plein de petites étoiles, les bouteilles, les cendriers. Et là, on aura tous les éclats des différentes étoiles qui vont lui donner vraiment son âme. Là, il aura vécu. Ça va? En 15 ans, il a signé plus de 300 comptoirs, ou plutôt parce que les éteigniers comptaient en mettre cet 1 km de piste que Christian Mallet a fabriqué. Mais sa vraie fierté est ailleurs. Depuis 8 ans, il a réussi à transmettre son savoir. Héritier des éteigniers disparus, son art ne s'éteindra pas avec lui. Monsieur Mallet, comme il commençait à avoir un petit peu mondi de la bouteille, il m'a dit, voilà, j'ai un problème de succession. Et moi, au départ, bon, ça m'enchantait pas trop parce que ça me faisait un petit peu peur. Et maintenant, je suis prêt à prendre l'entreprise. Si cela vous convient, on va le baptiser. On va le baptiser. Eh bien, au bar. Et votre excellent travail. Merci. Saint-Claude, niché au cœur d'une vallée du Jura, semble chaque jour noyé dans les volutes de fumée dégagées par les milliers de pipes fabriquées ici chaque année. Des artisans pipiers, il n'en reste plus beaucoup. 6 fabriques ont réussi à survivre au fil des ans. Comme celle de Jacques Crane, maître pipier depuis 35 ans, amoureux de l'objet et surtout du bois de bruyère, la noble matière première indispensable à la fabrication. Voilà un spécimen de bruyère qui est utilisé donc pour la fabrication des pipes. C'est une bruyère arborescente qui atteint 4 à 5 mètres de haut et qui ne se développe que sous climat méditerranéen. Et cette bruyère a la particularité d'avoir une souche. C'est une excroissance de l'arbre qui se développe dans le sol et on utilise uniquement la souche de la bruyère pour fabriquer les pipes. Lorsque la souche est extraite du sol, elle est ensuite débitée en petits blocs qu'on appelle ébauchons. Et ces ébauchons doivent être mis dans de l'eau, portés à ébullition pendant 15 à 20 heures pour éliminer la sève du bois. C'est ce qui évitera par la suite au bois de se fendre. Ces ébauchons de bois, une fois arrivés à Saint-Claude, sont mis à sécher entre 3 à 6 mois. Puis vient la fabrication proprement dite. Le tournage d'une pipe se fait en 4 grandes étapes, partant de l'ébauchon. Donc, qui a été choisi et calibré au départ. On procède donc à une première étape, ce qu'on appelle l'ébauchage du foyer, ou le tournage du foyer, donc qui consiste à tourner le trou du foyer et tout l'extérieur. C'est-à-dire qu'on commence à lui donner sa forme extérieure de la pipe. Ensuite, on procède au varlopage de la pipe, qui concerne au tournage de la tige de la pipe. Et ensuite viendra le fraisage, donc qui va faire le joint entre la tige et l'ébauchage du foyer, donc qui va arrondir tout le fond du foyer. Vient ensuite la partie délicate du perçage du conduit qui se fait au millimètre près pour que ce conduit arrive exactement au fond de la pipe. Une ultime séance de râpage pour parfaire la forme, le fourneau est terminé. Il est ensuite classé suivant la qualité du bois, c'est ce qui déterminera la rareté et la cherté de l'objet. Toutes sortes de bois ont été essayés, et la bruyère est le bois qui résiste bien à la chaleur et qui restitue un très très bon goût du tabac. Vous avez des pipes, ce qu'on appelle la pipe flammée, est une pipe qui a les veines du bois dans le sens de la hauteur du foyer, et plus les veines du bois sont droites et régulières autour du foyer, plus la pipe aura de la valeur. Une fois le montage du tuyau terminé, vient la partie la plus délicate de l'opération, le polissage. Il consiste à passer la pipe sur des plaques de feutre couvertes de toile abrasive pour obtenir un poli parfait. Une tâche presque exclusivement réservée aux femmes, dont on dit que seuls leurs poignets délicats sont capables de trouver le coup de main. Cet atelier produit environ 15 000 pipes par an. Il a connu des jours plus fastes, mais la concurrence est rude, une concurrence qui ne vient pas forcément des pays étrangers.
Nos plus gros concurrents, en fait, sont les campagnes anti-tabac actuellement, qui à force de rabâcher les méfaits du tabac, font que beaucoup de fumeurs, en particulier les fumeurs de pipe, ont cessé de fumer. Mais plus encore qu'une machine à fumer, la pipe de Saint-Claude reste avant tout pour ses amoureux un objet d'art qui fascine les esthètes et les collectionneurs, même les non-fumeurs. La confrérie des maîtres pipiers de Saint-Claude a encore de beaux jours devant elle. Enfant, j'ai commencé d'abord par former. Avec mon père, on était deux, il y avait des matières qui étaient très difficiles à travailler. Alors avec la vapeur, le milieu de vapeur, de chaleur, voilà. Alors comme j'étais gamin, on a la peau tendre, n'est-ce pas, quelquefois on se brûle. Alors c'est là où on apprend. La pression, plus la vapeur, plus la chaleur, font que le chapeau sera indéformable après. Il gardera exactement le pli de la forme, vous voyez. Ça représente quoi pour l'histoire de l'entreprise les canotiers? Ah ben ça c'est une vieille histoire de mes ancêtres. Ils en ont fabriqué des milliers et des milliers, bien sûr. Votre aïeul, Pétronille, racontez-moi sa vie. Pétronille Cantecourt a commencé à tresser la paille, bien sûr, puis elle a l'idée de l'exploiter industriellement, c'est-à-dire de la calibrer, de la fignoler et de la coudre industriellement. Car tout a commencé il y a 2 siècles. Tresser la paille du Causse, coudre les chapeaux sont devenues les activités majeures de Settefond et Caussade, les 2 bourgs voisins, jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale. À cheval, on ramassait la paille dans les villages, on livrait dans toute la France. C'était l'époque où tout le monde portait le canotier. Maurice Chevalier était un bon client de la famille Ray, André s'en souvient encore. On peut se flatter d'avoir quand même les usines caussadaises, d'avoir fait Maurice Chevalier, qui commandait ses chapeaux par douzaine chez Ray, en envoyant des échantillons de cravates et de costumes pour avoir les rubans assortis. Les gens étaient saisonniers, ils travaillaient dans les champs l'été, et l'hiver, ils travaillaient à l'usine pour fabriquer des chapeaux. Ce que je disais que la paille est la meilleure qualité, c'était celle des terrains pauvres, parce qu'elle avait une paille qui était super costaud. Maintenant, on fait des pailles que pour le grain. Alors, le moindre orage et tout, qui en bas. Hop. Aujourd'hui, on ne tresse plus la paille sur le Causse, elle ne sert plus qu'aux brebis. La paille vient maintenant de Chine et du sud-est asiatique, mais la fabrication des chapeaux n'a pas changé depuis le début du siècle. C'est le départ du chapeau. Le plus délicat, c'est ce départ du chapeau, quand il faut former ce qu'on appelle le bouton, la première boucle de paille autour de laquelle va s'enrouler la tresse cousue. Francette a le même âge qu'André, son patron, ils ont appris le métier ensemble. On a fait la journée, ça marche bien. Ça marche bien, plus de ça, 12 à l'heure. 12 à l'heure. Il est terminé. André ne coud plus les chapeaux depuis longtemps car avec sa sœur, il anime l'atelier à la suite de leur père. Misou gère l'entreprise, lui crée les modèles. Ils sont la 5e génération de chapeliers dans la famille et ils ont dû apprendre à survivre. Beaucoup plus légère, hein. Voilà. Tout ce que vous avez avant dans les grandes surfaces et tout, il faut pas se leurrer, ça vient d'Asie du Sud-Est. Donc nous, on a été obligés de s'échapper vers le haut, de faire que les autres ne font pas, ou de la qualité, ou du supérieur, ou de l'originalité, pour s'en sortir. Non. C'est trop masculin. Trop masculin. Ah, et alors on va essayer quelque chose de plus féminin. Voilà. La joie de la création, la curiosité, André la découvre déjà chez sa fille. Elle a bien l'intention de prendre la suite. Il faudra lutter, travailler, mais la chaîne familiale a toutes les chances de continuer avec Isabelle. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau à papot rigolo. Sur le devant, on a posé 3 plumes de pan et sur le côté, un amour de perroquet pour être... La famille Favre
tannent les peaux et le cuir depuis 1805. Tout commence dans ce magnifique grenier aux poutres d'origine. Les peaux arrivent directement de l'abattoir et sont entreposées pendant quelques jours afin d'être séchées. Pour Philippe Favre, ce lieu a un parfum de nostalgie. C'est un endroit qui a bercé ma jeunesse, quoi. Hein. J'ai grandi là-dedans, dans ces odeurs, dans ce cadre, dans tout ça, quoi, hein, dans ce bâtiment. Les peaux sont ensuite mises dans un foulon, une machine qui date du début du siècle. Son rôle, assouplir la peau et lui rendre son aspect initial. François Glatigny est la mémoire vivante de cet endroit. Parti à la retraite en 1977, il vient tous les jours pour se souvenir. Le geste sûr et l'œil aiguisé, il a donné 31 ans de sa vie à cette tannerie. Pratiquement aucune peau n'a pu lui résister. J'ai travaillé des peaux des colonies, des antilopes, des gazelles, des pumas, des ours. Mais dans toutes les peaux que j'ai travaillées, il y a 2 peaux qu'on n'a jamais pu assouplir. On les a travaillées, c'était bon pour la décoration. C'est la peau du zèbre et la peau du lion. On a fait toutes sortes de choses, on n'a jamais pu les assouplir. Après avoir écharné les peaux, c'est-à-dire enlevé la chair, ils vont les plonger dans un bain dont la composition est la même depuis 1805. C'est à partir de ce moment précis que les peaux vont être tannées. Il y a 3 familles de tannage. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on utilise ici un tannage à la lin qui est pour la fourrure, essentiellement utilisé pour la fourrure, qui conserve, qui n'altère pas les couleurs et qui donne de la souplesse. On utilisait aussi le tannage végétal pour les cuirs, pour les cuirs épais en particulier, qui donne un cuir assez rigide. C'est ce qui va permettre à la peau de se transformer chimiquement en cuir. Après cette opération importante qui permet à la peau de ne pas pourrir, il faut la dégraisser avec un foulon rempli de sciure. Pour enlever les impuretés, on l'essore au moyen d'un tambour à grillage. Reste le palissonnage qui se réalise avec une meule de 44 lames et qui rend la peau très souple. Dans cette tannerie, il y a eu jusqu'à 8 employés. Aujourd'hui, il reste Philippe, pisteur à Val d'Isère. Il a repris l'activité de ses ancêtres en 1992. Je pense qu'effectivement, la main-d'œuvre étrangère est nettement moins chère que la main-d'œuvre française, ce qui fait que les produits d'importation arrivent à des prix dérisoires. Je pense que tout ce qui est lié à la fourrure a complètement périclité. Et tout doucement, depuis les années 70 aux années milieu 80, notre activité a baissé, donc va s'arrêter et s'est arrêtée d'ailleurs. L'accroissement des quotas internationaux favorables aux importations de viande, la mécanisation, la concurrence étrangère ont eu raison de cette tannerie traditionnelle. Aujourd'hui, 90% des peaux sont importées, mais pour François, cette situation est difficile à vivre. Je suis parti avec les larmes aux yeux, parce qu'ils n'ont pas trouvé de jeunes pour venir me remplacer. Aujourd'hui, Philippe a définitivement arrêté le travail de la peau. C'était un jour de juin 1997. Sous les auspices de la cathédrale de Limoges, les émailleurs perpétuent un art immuable, comme la Vienne. Les styles ont évolué, mais les gestes racontent une histoire commencée au XIIe siècle. Dans une feuille de cuivre, Pierre Buforne découpe l'ébauche et au marteau lui donne une forme bombée. Ce galbe empêche les couleurs de s'écailler à la cuisson. Après avoir préparé la plaque, colle, sous-couche, poudre sèche, cuisson, l'artisan laisse vagabonder son imagination. Sur un calque germe le dessin préliminaire, qu'il reporte ensuite. Il faut savoir que là-dessus, il y a déjà eu 3 cuissons, et il y aura des émaux transparents, donc 4-5 feux supplémentaires, et un travail de valeur avec du blanc et des ors par-dessus l'émail. Peut-être 10-12 feux seront nécessaires pour arriver, et peut-être 40 heures de travail pour faire cette pièce, c'est-à-dire une semaine. Pierre Buffon crée lui-même ses couleurs à partir d'oxyde. Il concasse, broie ses cristaux jusqu'à obtenir l'émail, cette poudre de verre plus ou moins fine selon les effets désirés. La matière, elle est née, elle est le fruit d'un produit de synthèse, donc de rencontre entre la silice, le plomb, les oxydes métalliques et le feu et l'eau qui vient laver. Donc tout ça c'est très terrien et l'être que je suis permet de prendre ces éléments et de le transformer dans un état, je dirais presque spirituel.
Grains plus ou moins épais, sous-couches d'or, d'argent ou d'émail transparent, et Pierre Bufforne orchestre les transparences, l'éclat des couleurs, les reliefs, les textures, une véritable chorégraphie. Dans la danse, il y a une écriture, c'est gestuel. Et pour moi, quand j'agis sur une plaque, quand je travaille, que je dessine ou que j'émaille, c'est de la danse, c'est la même chose, ça revient au même. Donc je suis sur une petite surface, mais je danse, avec mon trait noir, avec mes couleurs, avec mes spatules. Il y a même une certaine musique qui se fait par l'outil. À chaque couleur, le créateur fait cuire l'œuvre entre 900 et 800 degrés, en commençant toujours par la teinte dont la fixation exige la température la plus forte. Et là encore, le créateur joue, car à une poignée de secondes près, l'émail sera lisse, brillant ou granuleux. Parfois, l'inspiration de Pierre Bufforne l'entraîne plutôt sur les chemins de la grisaille. Dans ce registre, pas de vraie couleur, un fond sombre et des taches de blanc qu'il tire à l'aiguille. Aucune poussière, aussi fine soit-elle, elle induirait un défaut. Autre penchant, la gravure. Quand je réalise des émaux chanlevés dans l'esprit du XIIe, XIIIe siècle de ce type-là, il faut savoir qu'il me faut quand même 60 heures pour graver cette plaque. Et qu'au niveau de l'émaillage, il faut 3 jours de plus. Bon, ça fait quand même 80 heures de travail. Et je veux dire par là que ça a un prix. Et pour beaucoup de visiteurs et de curieux, tout ça paraît tellement surfait. Donc je me sens bafoué parce que je me sens pas respecté et pas reconnu dans ma démarche par rapport à la valeur de l'œuvre. Au quotidien, l'aventure est très difficile. Et l'État refuse de considérer les émailleurs comme des artisans d'art en péril. Encore une vingtaine à Limoges, leur nombre pourrait bientôt se raréfier, car l'espoir ne suffit pas toujours pour vivre. C'est un endroit hors du temps, comme il en existe encore quelques-uns à Paris. Un endroit au charme désuet, féminin, raffiné. Un endroit où l'on se penche sur cet art éternel de la séduction. L'éventail et son code amoureux a trouvé ici son temple. Dans ce tiroir se trouvent les éventails pour assortir aux toilettes. Ici, nous avons dans les rouges. Et là, un éventail vert, en galaguite. Et un éventail aussi pour le cotillon. Dans une pièce créée spécialement en 1893 pour l'éventail, Carnaval de Venise. De ces tiroirs en noyer, Anoguet pourrait vous montrer plus de 700 pièces uniques. Pour le spectacle. Du XVIIe pour les plus anciens, en peau de cygne pour les plus précieux. Et là, il y a un grand éventail. Théâtre, opéra, cinéma l'ont souvent sollicité. Du chasse-mouche égyptien au plissé japonais, en passant par les montures de nacre ou d'écaille, l'art de monter ou de restaurer un éventail, Anoguet le connaît depuis l'âge de 14 ans. J'ai commencé par faire des rivures d'éventail, après j'ai doré des montures. Et la plume, j'ai travaillé la plume, et après petit à petit la peinture, le montage, et tout ce qui concerne la feuille. En 94, vous êtes nommé maître d'art. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est un petit peu l'équivalent des trésors vivants qu'on trouve au Japon, c'est-à-dire c'est pour que le maître puisse transmettre son savoir et essayer de maintenir la pérennité des ateliers en voie de disparition. Et pourtant, cette transmission du savoir qu'elle a entreprise avec sa stagiaire Olivia risque d'être compromise. Une disparition brutale, un différend familial, en fait une succession mal préparée, et voilà le travail de plusieurs siècles, une passion, un art, qui peut être anéanti. L'avenir de l'atelier et du musée sont menacés parce que tout est lié. C'est un métier qui va disparaître. Et au niveau du musée, c'est pareil, la collection sera dispersée, peut-être vendue, et il n'y aura plus de musée de l'éventail, ça c'est sûr. Est-ce que vous pensez que c'était le souhait de votre père que cette collection disparaisse? Non, pas du tout, c'était pas son souhait, non. Sans vouloir s'immiscer dans une succession d'ordres privés, le ministère de la Culture qui a nommé Anoguet maître d'art, ainsi que la mairie de Paris qui subventionne le musée, resteront en tout cas très vigilants sur la protection et l'avenir de l'ensemble de la collection.
Saint-Julien-Lard, dans la Vienne, 2000 habitants. Ici, presque tout le monde sait ce qu'est un boisseau. Un boisseau, je ne sais pas vous dire la quantité du boisseau, mais je sais que mes parents se servaient d'un boisseau pour mesurer leur blé. C'est rond, et puis suivant la contenance qu'il a, bon, c'est à peu près de cette hauteur, 50 cm, je crois, à peu près. Le boisseau, c'est une mesure pour mesurer le grain. Il y a un boisselier là à côté du reste. Le boisselier, il n'en reste qu'un en France, et il est ici. C'est William Jallet. Depuis 9 ans, il est à son compte. Il y a 26 ans qu'il fait des tamis et des boisseaux, une mesure de notre temps. Un boisseau, c'est une mesure de capacité en bois. C'est un double décalypte. Voilà, vous avez un boisseau devant vous, ornemental, avec des bancs de laiton et teinté verni. Alors, le boisseau servait autrefois à mesurer le grain pour semer un ard de terre. De nos jours, il sert encore. C'est les seules mesures qui sont tolérées par le service des poids et mesures. Elles doivent être uniquement en bois. Du décilitre au double décalitre, centre équestre, école, herboriste, marailleur, certains boulangers utilisent ces mesures pour les matières sèches ou l'alimentation. La fabrication est toujours en hêtre. Le hêtre, c'est le seul bois qui est toléré dans le domaine des mesures de capacité, car c'est un bois neutre. Il n'y a pas de tannin dedans. C'est le seul bois que le service des poids et mesures accepte. Avec méthode, grâce à ses gabarits précieusement conservés, l'artisan travaille son bois déroulé, sans plan, sans colle, tout est fait main. C'est un savoir-faire que j'ai appris avec des vieux compagnons, parce que ça on apprend que sur le tas, il n'y a pas de livre qui nous apprend cette profession. Alors j'étais obligé d'aller dans une ancienne entreprise pour me recycler, j'ai fait 16 ans de présence dans une boîte, et quand on a fermé, je me suis installé, quoi. C'est un travail comme il y a 150-200 ans, c'est toujours la même façon. Le plaisir, c'est que de voir créer quelque chose, et de voir surtout quand c'est fini. Avec ces outils d'un autre temps qu'il a parfois refait, William, en 9 ans, a façonné 12 000 mesures, 85 000 tamis et planté 2 500 000 pointes. Le travail est laborieux et, malgré les apparences, d'une haute précision. Une fois serti de laiton, la règle officielle des poids et mesures détermine la conformité de chaque modèle. La cote de tolérance pour une mesure, c'est 1 mm au-dessus ou en dessous. Et sinon, c'est refusé. William travaille seul 10 heures par jour et quand on lui parle de transmettre son savoir-faire à un apprenti, malheureusement, on a quelques problèmes. Chez les jeunes, ça ne les intéresse pas. Dès qu'on leur fait voir un marteau, on leur fait voir des pointes, ils ne veulent pas travailler. Ils en ont peur, ils vivent à l'époque de l'électronique, de l'ordinateur. Alors que nous, on est resté vraiment à l'époque du Moyen-Âge. Pourtant, le métier marche bien, les commandes affluent. William expédie ses produits en Europe et jusqu'au Japon. Alors, s'il ne reste qu'un boisselier pour que le métier survive, ce sera lui. Une coulée, toujours la première coulée, qu'elle soit grosse ou petite, c'est toujours la même émotion de voir le métal qui coule et qui disparaît dans un trou, dans un moule tout noir. De ce métal en fusion va naître une cloche. Nous sommes à la fonderie Paccard. Depuis 1796, plus de 100 000 cloches sont sorties des ateliers. Miguel travaille dans l'entreprise depuis 24 ans. Son rôle consiste à façonner l'aspect des cloches. La première chose qu'il confectionne, ce sont les inscriptions en cire qui vont apparaître sur le métal. Gravées dans des matrices en bois, certaines remontent à la création de l'entreprise. Ces légendes, marquées à jamais sur les cloches, correspondent à la mémoire des communes. C'est d'abord un instrument de musique, c'est aussi un livre d'histoire qui raconte l'histoire à un moment donné de la commune, le nom du parrain, de la marraine, du curé, du maire, quelquefois l'évêque. Le geste précis, Miguel pose ses inscriptions en cire sur une fausse cloche en bronze qui va servir de référence. Pour lui, la sonorité des cloches Paccard est spécifique. Il y a des cloches que vous l'entendez, ils s'étouffent tout de suite. Et que nous, on essaie de faire des cloches qui restent longtemps à l'oreille, qui soient agréables. Même s'il y a certains que ça la dérange parce que ça fait trop de bruit.
Mais moi je pense que c'est très agréable d'entendre longtemps. Après cette opération, il faut brosser le chanvre. Mélangé à de la terre cuite, l'ensemble va constituer un moule, c'est l'extérieur de la cloche. Ce moule est ensuite emboîté à la fausse cloche, on chauffe l'ensemble, la cire est alors absorbée et laisse apparaître les inscriptions en creux. Reste à fabriquer le noyau en pierre réfractaire. Le tout est alors monté par Michel. Fondeur depuis 3 générations, son rôle c'est de préparer les châssis qui vont permettre de supporter la pression du métal. Avant d'entrer chez Paccard, il coulait des tourelles de char dans l'armement. Aujourd'hui, il a l'impression de créer. L'amour du travail que l'on met dessus qui fait que, bon, pour moi, c'est une pièce unique. C'est un métier d'art. C'est vrai, c'est beau une cloche. Je trouve ça beau, moi. Reste alors le moment le plus délicat, la coulée. Une fausse manipulation et tout le travail est à refaire. Le jour de la coulée, c'est toujours quelque chose de très, très difficile, très dur pour le fondeur, car en un instant, tout se joue. Tout le travail est là, il va se figer pour l'éternité. Refroidis, puis polis, pour leur rendre tout leur éclat, les cloches sont ensuite accordées. Copeau après copeau, le métal est enlevé pour trouver la note parfaite. La cloche, c'est un bouquet de sons, ou plutôt, c'est un feu d'artifice. Au moment où le battant tape sur la cloche, toutes les notes éclatent en même temps, eh bien, il faut que le fondeur fasse un beau feu d'artifice sonore. Différentes sortes de cloches ont été construites. Celle qui a marqué l'entreprise se nomme la Savoyarde. Coulée en 1891, elle résonne encore sur Paris, depuis le Sacré-Cœur. Mais la fierté de l'entreprise est ailleurs. Nous avons livré des cloches dans tous les pays du monde, sous toutes les latitudes, sous tous les méridiens. Et si l'Angélus sonne tout au long de la journée, eh bien, il y a toujours une cloche Paccard qui sonne. Assis devant sa table à dessin, Pierre Paccard continue à tracer et à calculer des cloches dont les croquis ont été transmis depuis 2 siècles. C'est là-dedans que nous transmettons les informations aux générations futures et on apprend à tracer des cloches et on consigne toutes nos expériences.